Et 31 personnes. Très bien. Alors, je vais commencer à partager le slide. Alors bon, pour ceux qui viennent de nous rejoindre à nouveau, bonsoir à tout le monde. On va commencer dans une minute. Voici, ça doit être... Bonjour, ouais, Nella, Sylvain aussi, Sylvain Tourière, Eugène. Hello, système préféré. Bon, très bien. Ah, alors je ne sais pas pourquoi, il me fait un truc de sécurité. Forcément, il y a des mises à jour à faire au moment de... Voilà. Non, alors ça ne va pas le faire. Je ne vais pas pouvoir quitter et recommencer par contre. Bon, et ben ça va être... Alors je vais t'autoriser à le partager parce qu'a priori, il y a une mise Les à jour aléas à du faire. direct, c'est ça, oui. Voilà, il y a une mise à jour à faire, donc il n'est pas question. Je t'autorise en tant que panéliste à le partager. Essaie de voir de ton côté si tu peux le partager. Ok, je vais aller choper la présentation et comme ça... Voilà, bien entendu, je n'ai pas fait la mise à jour qu'il fallait faire. C'est toujours comme ça. Bah oui. Alors, du coup, je vais prendre les slides. Hop. Et c'est moi qui vais gérer ça. Exactement. On va voir, est-ce qu'on a 200 slides? Non, c'est bon. Ah oui, oui, parce qu'il y avait C'est déjà ça. Alors, du coup, les slides. Oui, Voilà. ça marche. Ça marche. Super. Les élargir. Ok, très bien. Alors, si tu peux juste cliquer sur le truc de présentation. Et voilà. Et là, on est bon. Voilà, alors écoutez, on va vous parler, donc c'est un webinaire donc, qui est co-organisé par Christina et moi-même, donc Speak English with Christina et Objectif USA. Sur le mode sympathique, c'est-à-dire vraiment l'idée, c'est de parler de l'importance du niveau d'anglais dans l'entrepreneuriat aux États-Unis. Si demain vous souhaitez créer et reprendre une entreprise, si vous venez travailler aux États-Unis, quelle est l'importance du niveau d'anglais, qu'est-ce que vous pouvez y faire, etc. Je te laisse passer à la suivante. Voilà. Et je te laisse te présenter. Ah ben voilà. Alors, non. Et du coup, je ne peux pas revenir. Si. Alors, du coup, pour me présenter, bonsoir tout le monde. Hello, everybody. Moi, c'est Christina. Je suis la créatrice de Speak English with Christina. Je pense que certains d'entre vous, vous avez déjà vu peut-être quelques vidéos sur YouTube. Sinon, je fais une vidéo toutes les semaines pour vous aider à être plus à l'aise avec l'anglais, notamment l'anglais américain. Et pour vous présenter un peu mon parcours, donc moi, je suis américaine, mais je suis venue m'installer en France en 2004. J'ai quasiment tout de suite commencé à enseigner du business English que j'ai fait dans les entreprises autour de Grenoble, là où je suis actuellement. Et il y a 5 ans, j'ai commencé à faire les vidéos sur Internet pour enseigner l'anglais. Et c'est là où a commencé vraiment tout ce qui est, on va dire, le début de l'enseignement, de la formation et du coaching en ligne. C'est ce que je fais maintenant, donc avec des clients vraiment partout dans le monde. Tout à l'heure, on était en train de faire notre Christmas party avec des gens vraiment au Brésil, en Angola, au Vietnam, de partout. Et plus récemment, je ne sais pas quand c'était, Sylvain, qu'on a commencé à travailler ensemble il y a quelques années déjà. Je te dirais j'aurais tendance à te dire fin 2017. Ouais, je sais, Parce ouais, que j'allais dire j'ai le dossier, 2018, j'ai le dossier en tête et je pense que c'est fin 2017. Oui, du coup, on s'est rencontrés sur Internet, en fait. Pas sur un site de rencontre, je précise, mais à force de publier sur justement des choses par rapport à la culture américaine, on est rentré en contact et du coup, on collabore depuis pour vous préparer à... moi, c'est le parti pour vous préparer pour l'entretien à l'ambassade pour obtenir le visa E2. Et Sylvain, du coup, je te laisse présenter toi et ton activité. Voilà, donc moi c'est Objectif USA, donc implanté à Orlando depuis 2010.
après une vingtaine d'années dans la banque. J'accompagne des Français qui viennent s'installer aux États-Unis à travers plusieurs activités. Une activité principale qui est l'activité de business brokerage, qui consiste en fait à trouver une entreprise à racheter et à accompagner les gens dans le rachat, toutes les étapes du rachat, sachant qu'une partie non négligeable de ma clientèle étant francophone, ça sous-entend de passer un visa et pour passer ce visa, il y a un entretien. Or, lors de cet entretien, un certain nombre de candidats ont une problématique qui est la problématique de la langue. C'est quand même dommage d'avoir fait toutes les étapes, parce que c'est quand même un certain nombre d'étapes, et c'est quand même dommage d'arriver à l'étape de l'entretien et d'être calé pour la langue. Donc, c'est par rapport à ça qu'en 2017, effectivement, j'ai contacté Christina. Je suivais ses vidéos depuis un bon moment. J'aimais bien le ton, la qualité, bien entendu, la qualité des vidéos, mais le ton détendu, ton souriant, pas se prendre au sérieux, pas se prendre la tête, des choses agréables. Donc, j'ai commencé par relayer un certain nombre sur ma page Facebook Objectif USA, relayer un certain nombre de ces vidéos-là. Et puis, effectivement, en 2017, l'idée d'avoir des clients qui avaient besoin vraiment d'être préparés, de façon à ce qu'ils mettent toutes les chances de leur côté, c'est quand même un changement de vie. Donc, on ne fait pas que ça, on accompagne aussi les investisseurs dans l'immobilier et on fait aussi du consulting. Mais on en parlera plus à la fin, en fait. Voilà. OK. Alors, le sommaire de ce webinaire, ce que je te propose, Christina, c'est qu'on prenne une ligne chacun notre tour. Très bien. Voilà. Je te laisserai peut-être parler plutôt de la troisième ligne d'ailleurs. Okay. Ce webinaire, il s'adresse donc principalement à des personnes qui ont prévu de s'expatrier, principalement dans un cadre professionnel. L'idée, on l'a préparé rapidement avec Christina. L'idée, c'est vraiment d'échanger tous les deux, comme on l'a fait depuis longtemps, d'échanger tous les deux sur les expériences qu'on a eues de nos clients et de Christina, sa vie en tant qu'Américaine en France, elle l'a vécue dans le sens inverse. Moi, je l'ai vécu en tant que Français aux États-Unis dans ma vie professionnelle, et il y a des choses importantes. Donc voilà, des échanges décontractés. Voilà. Et du coup, moi, je vais surtout parler de l'importance de la langue anglaise quand on va s'installer aux États-Unis. Justement, ce qu'il faut aussi savoir au niveau de la culture, parce que c'est vrai qu'on va dire, à la surface, on pourrait dire que la France et les États-Unis, c'est des cultures très similaires. C'est des cultures occidentales. On partage des références avec les films, les séries. On partage aussi des fêtes. Enfin, il y a des modes de vie qui paraissent très similaires en apparence, mais quand on creuse, on voit qu'il y a vraiment, je dirais parfois, des gouffres de différence entre les deux. Et du coup, il ne faut pas se laisser piéger par ça. Et puis, on prendra des questions aussi dans le chat et on essaierait de répondre aussi à vos questions à la fin. Comme ça, on va partager nos points de vue, nos expériences en tant que, on va dire, personnes qui sont parties de leur pays natal pour s'installer dans un autre pays. Partager ça avec vous, mais aussi répondre à vos questions qui sont peut-être spécifiques à un départ, une installation aux États-Unis ou la création et reprise d'une entreprise. Et puis à la fin, on parlera brièvement de ce qu'on propose pour les personnes qui souhaitent aller plus loin dans l'apprentissage, dans l'accompagnement. OK. Parfait. Alors, du coup, on commence avec les questions qu'on reçoit le plus souvent. Sylvain, je te laisse commencer. Voilà, l'anglais au travail. Forcément, si vous venez vivre aux États-Unis, si vous rachetez une entreprise aux États-Unis, vous allez travailler avec des Américains. Il n'y a quand même pas beaucoup de business où vous venez aux États-Unis, vous travaillez qu'avec des Français. Non, vous allez travailler avec des Américains. Donc l'anglais, il va être important entre collègues, il va être important avec les salariés, il va être important avec les clients. Ça va pouvoir être différent selon les types de business.
typiquement B2B, donc business to business, ou B2C, business to customers. Donc B2B, un business qui travaille avec ses clients ou ses fournisseurs, ou un B2C, un client qui va travailler avec un business qui travaille avec le client final, ça sera pas forcément la même importance. Ça sera important d'avoir un bon niveau d'anglais, mais ça sera pas forcément la même importance. Entre collègues, c'est quand même nécessaire de se comprendre. Si vous avez des salariés, vous avez intérêt, et je donnerai une anecdote, vous avez intérêt à ce qu'ils vous comprennent et à ce que vous les compreniez. Avec les clients, bah là aussi, B2B ou B2C, ça sera différent. Alors pour finir sur la question de B2B, B2C, si demain vous travaillez dans un business où votre clientèle est une clientèle professionnelle, où vous devez faire des entretiens en face à face avec un Américain, où vous devez vendre vos services, où vous devez lui, entre guillemets, vendre votre contrat, ça va quand même être vraiment compliqué hein, si le niveau d'anglais est pas bon. Maintenant, si demain, et j'ai un exemple en tête, si demain vous reprenez une pâtisserie et que vous êtes le pâtissier, que vous n'êtes pas en front office avec le client, bah, ça sera moins important. Toujours est-il qu'il faudra quand même que les salariés vous comprennent. Mais bon, avec un certain temps, le vocabulaire de la pâtisserie, vous le prendrez petit à petit. On ne va pas vous demander si effectivement vous êtes en laboratoire dans une pâtisserie, on ne va pas vous demander d'avoir un niveau d'anglais, niveau Shakespeare. Pour autant, voilà, les conversations avec les salariés. Je te laisse donner ton point de vue, ton expérience. Oui, donc moi, j'allais dire, en fait, par rapport à l'anglais, c'est souvent les questions que moi, je peux avoir de la part des personnes qui sont parties aux États-Unis. Alors, c'est vrai que ça concerne le travail, mais c'est aussi, en fait, la question de pouvoir s'intégrer dans la société américaine. Donc, par exemple, avec les collègues, parce que parfois, on va sortir ou aller boire un verre ou des choses comme ça avec les collègues. Du coup, l'anglais, c'est vrai que c'est important pour ce côté social. Mais c'est aussi, en fait, de ne pas négliger le rôle du small talk, en fait, dans les relations entre professionnels. C'est vrai qu'il y a ce paradoxe en fait où on dit que les Anglais, enfin les Américains, ils sont très time is money, direct, on y va droit au but. Mais il y a aussi ce côté small talk où en fait on va effectivement pas passer trop de temps à discuter de la pluie et du beau temps, mais on va toujours faire une sorte de sandwich en fait, où on va faire un peu de small talk au début, ensuite on va discuter affaires et ensuite on va peut-être terminer avec un peu de small talk. Et en fait, c'est toute cette partie-là de la relation interprofessionnelle. En fait, ça joue le rôle en fait de créer le lien, de construire la relation et de savoir, en fait, est-ce que j'ai envie de travailler avec cette personne? Est-ce que je l'apprécie? Est-ce qu'on partage des valeurs? Est-ce qu'on a des choses en commun? Parce qu'en fait, toute cette partie-là, ça va jouer quand même, alors consciemment ou inconsciemment, sur si la personne veut travailler avec vous, en fait. Donc, si c'est en B2B, ça peut être le contact que vous avez dans l'autre entreprise. En B2C, ça peut être le client, est-ce qu'il va revenir parce qu'il vous trouve sympa, en fait. Donc, il y a bien sûr la qualité des produits, mais quelqu'un qui ne traite pas bien ses clients, donc qui passe par tout ce côté small talk, les clients, ils ne vont pas revenir très souvent. Donc, il faut aussi savoir qu'il y a comme des différences entre les langues, mais aussi peut-être différences entre comportements, dans le sens où peut-être dans une relation commerciale, ce côté small talk, il joue peut-être un rôle peut-être moins important en France, je dirais. Alors, sur les small talk, je rebondis, je note en même temps que tu parles. Ouais. Sur les small talk, une chose, moi, qui m'a toujours fait bizarre aux États-Unis, c'est que moi, je suis tout à fait à l'aise avec un blanc dans une conversation. Quand il y a un blanc, je n'ai pas de problème avec un blanc dans une conversation. Les Américains n'aiment pas les blancs dans les conversations. Alors, typiquement, ça donne quoi? Ça donne, vous appelez Spectrum pour changer. Spectrum, c'est l'équivalent de Free ou de
France Télécom. Ouais. Vous appelez Spectrum pour vous changer. Vous êtes là, oui, voilà, ma ligne Internet ne marche pas. Et le gars, il est au téléphone. Oui, alors je vais regarder, etc. Et puis au bout d'un moment, and how is your day today? So far, so good, mais je t'appelle pas pour ça. Je veux que ma ligne téléphonique fonctionne. Et c'est vrai que des fois, c'est vraiment surprenant cette histoire de. En France, vous allez appeler France Télécom pour votre ligne Internet et puis vous posez votre question. Et puis la personne reprendra la parole quand il aura à vous reparler du sujet. Et là, des fois, ça part sur des trucs. How is your day today? Yeah, it's very good. I'm not satisfied with your services, but my day was very good, actually. Mais voilà, ce genre de choses, voilà, pour les small talk, des fois, c'est surprenant. Donc moi, j'ai dû prendre sur moi et j'ai dû apprendre les small talk parce que je suis pas un gars small talk. C'est pas naturel pour moi, les small talk. Donc, honnêtement, j'ai dû faire beaucoup d'efforts sur moi-même et je suis devenu, j'ai mes small talk à moi maintenant. J'ai mes modèles de small talk en tête. Voilà. Sur les comportements, un comportement, c'est en marge de la langue. En tant que Français, on est latin, on est sanguin. On s'énerve. Il ne faut pas s'énerver ici. Voilà, il ne faut pas s'énerver. Quand on s'énerve, quand on perd son calme, on perd sa maîtrise de soi et la partie adverse s'arrête. Et on recommence quand les gens se sont calmés. Et ça, typiquement, j'ai vraiment j'ai eu des situations très, 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 très compliquées à gérer de clients qui sont, passez-moi l'expression, mais complètement partis en live et où la partie adverse se demandait ce qui se passait, quoi. Donc, on ne perd pas son calme. Et par exemple, surtout, on ne perd pas son calme avec ses salariés. Puis on ne dit pas n'importe quoi. Alors, je te disais l'anecdote la dernière fois qu'on s'est parlé, d'un de mes clients qui a dit à son salarié qu'il était bon à rien, que c'était vraiment un handicapé. Le salarié a quitté le poste de travail. 1 heure après, c'est l'avocat du salarié qui appelait. Vous avez traité mon client d'handicapé devant témoin. $20 000. Donc ça s'est fini à $20 000. Il demandait plus. Donc typiquement, ce genre de choses, il ne faut pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de son. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas de son. Parce que c'est un. S'ils n'ont pas de son, ils t'entendent. Parce qu'un webinaire comme le nôtre sans le son, ça va être compliqué quand même. Après, ça peut aussi être, parce que ça m'arrive parfois, je fais beaucoup de séances sur Zoom, la personne a peut-être juste besoin d'activer son son, en fait. Ok, non, mais parfois c'est bon, les autres, très bien, c'est peut-être les parents. Ouais, voilà. Donc il faut peut-être qu'ils mettent son. Parce que ça m'est arrivé aussi je vous entends pas. Ah non, mais c'est parce que j'étais sur mute en fait. Donc c'est peut-être la personne a besoin de régler son son. Voilà, bah écoute, je te laisse peut-être continuer avec la suivante. Pour le niveau, oui. Alors, pour le niveau, conséquence d'un faible niveau. Donc, on va commencer peut-être avec la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas du tout besoin de parler un anglais parfait pour, on va dire, vivre sa vie normalement aux États-Unis. Si on se trompe de temps dans la conjugaison, si les phrasal verbs, on ne les maîtrise pas, si on se trompe de préposition entre le at et le in et le on, ça ne va pas vous empêcher de créer du lien, de converser avec des personnes, de vendre vos produits. Ceci étant dit, il ne faut pas non plus avoir un niveau trop bas. Je pense que c'est peut-être même presque logique, mais si on veut aller s'installer dans un pays, créer son entreprise, faire des affaires, avoir des clients, il faut quand même un certain niveau de pratique pour pouvoir en fait réussir, simplement pour communiquer, de communiquer ce que vous vendez, de communiquer pourquoi votre produit est meilleur que le produit du voisin. Et il faut aussi, je dirais là, ça rejoint un peu la question de langues différentes, comportements différents, savoir aussi adapter sa façon de communiquer aux attentes des Américains. Donc, par exemple,
Si je prends des exemples très concrets, par exemple dans la communication du McDo en France, facile à comparer parce que ça existe partout. En France, un McDo, enfin, pour un Américain qui va à un McDo en France, on a l'impression que c'est un vrai resto en fait, parce que on va dire, la déco est assez bien soignée. Ils communiquent beaucoup autour de la qualité des produits, de l'origine des produits, du fait que c'est des produits français, parce que c'est des choses qui sont importantes pour un public en France. Les Américains, enfin, s'ils avaient la même communication aux États-Unis, je suis pas sûre que ça marcherait parce que les Américains, ce qu'ils vont chercher quand ils vont chez McDo, c'est un truc rapide, pas cher, pas trop mauvais pour un fast-food, on va dire. Et du coup, il faut aussi adapter sa communication à la fois dans ce qu'on va dire et la façon de le dire. Donc là, si vous avez vraiment un très faible niveau en anglais, ça va être très compliqué pour être honnête. Mais après, on n'a pas besoin non plus d'être complètement bilingue. Au moins au début. Après, une fois qu'on est sur place, on va apprendre aussi. Mais l'idée de partir, de se dire, ouais, mais mon anglais, bon, c'est un peu scolaire, mais de toute façon, je vais apprendre sur le tas là-bas. C'est pas forcément la bonne approche parce que il faut quand même mettre des choses en place avant d'arriver sur place, on va dire. Sylvain, Oui, bah, qu'est-ce que disons que tu en penses? clairement, quand moi j'insiste pour beaucoup de choses à ce que quelqu'un qui va vouloir s'expatrier aux États-Unis, alors entre autres par le rachat d'une entreprise, qui prépare les choses très en amont, parce que quand on est sur place et qu'on a le nez dans le guidon, ça devient très compliqué. Alors oui, il y a des solutions pour apprendre l'anglais ici, mais est-ce que vous aurez le temps? C'est pas sûr. Donc très concrètement, alors on parlait aussi de ça la dernière fois qu'on s'est parlé, Christina. Je parlais moi de, par exemple, les gens qui veulent venir ici et qui veulent faire un nouveau métier. Qui vont changer de métier. Moi, je dis tout le temps, mais profitez de la France pour faire l'apprentissage. Les formations coûtent beaucoup moins cher en France. Ouais. Vous avez tous les congés formation, vous avez tout ce qui est pris en charge. Typiquement, j'ai beaucoup de gens des métiers de bouche qui viennent, des gens qui veulent, par exemple, ouvrir une boulangerie ou une pâtisserie aux États-Unis. Il y a un marché à condition qu'on sache ce qu'on fait. Donc, très concrètement, en conférence, je dis tout le temps la même chose. Je dis, si vous voulez venir ouvrir une boulangerie ou une pâtisserie aux États-Unis, commencez par passer votre CAP de boulanger et pâtissier. Parce que le CAP de boulanger-pâtissier en France, ça va vous coûter quasiment rien. L'équivalent, on a à Valencia College ici, on a quelque chose qui ressemblerait à un CAP de pâtissier. Alors d'abord, c'est seulement sur 4 mois, donc c'est quand même court, et c'est $20,000. Vous allez pouvoir faire la même chose pour beaucoup moins cher et de bien meilleure qualité. C'est pareil pour l'anglais. Christina accepte, il me semble, pas mal de choses, des congés formation ou toutes ces choses-là. Oui, les CPF, ouais. Profitez-en. Parce que quand vous serez là, souvent, vous n'aurez plus le temps. Et les cours, ce qu'on appelle English as a Foreign Language, donc des cours qui sont pas très chers, qui sont dans les bibliothèques, dans les libraries, mais malheureusement, je connais pas mal de personnes qui l'ont fait, c'est pas beaucoup d'oral, c'est beaucoup d'écrit. Or, ce dont vous avez besoin, c'est de l'oral, c'est de savoir vous exprimer. Donc voilà, le faible niveau, il y a faible niveau et niveau inexistant. Si vraiment on ne comprend pas les questions et qu'on ne sait pas répondre, ça va quand même être compliqué. Ouais. Alors, les accents locaux, l'accent Frenchy, la réaction des Américains face au broken English. Alors bon, là, je vais parler. Donc, vous avez entendu l'accent de Christina, qui est un magnifique accent du Mississippi, alors. C'est ça. Du Mississippi, voilà. Oui. Bon, certains ont peut-être repéré aussi que mon accent français est assez marqué. Donc, pour ceux qui se demanderaient d'où ça vient, c'est Saint-Étienne. Voilà, j'ai l'accent stéphanois avec une partie du vocabulaire stéphanois. Donc, même ma femme, des fois, ne me comprend pas. Donc c'est dire. 10 ans après, au sein de Business Brokers of Florida, où je suis la plus grosse association de business brokers de Floride, je suis toujours the French guy.
Et quand je parle au téléphone, même si ça fait 10 ans, si c'est quelqu'un qui ne me connaît pas du tout, très souvent, au bout de 3 phrases, il me dit « Vous venez de quel pays ?» Et souvent en France. Ah, il me semblait aussi que j'avais reconnu quelque chose. Donc, l'accent, de toute façon, on ne le perd pas. Mais je veux dire, je n'ai pas non plus nécessairement envie de le perdre. Hein. Je suis français, c'est ma culture. J'en suis fier. La France, c'est un très très beau pays. C'est pas parce que je vis aux États-Unis que j'ai abandonné la France. Voilà, mes enfants n'ont pas l'accent. Mais bon, ils sont arrivés ici, ils étaient jeunes. Quoi. Ouais, Qu'est-ce que tu en penses? Oui, en fait, j'allais dire, en fait, souvent, parce que moi, j'ai beaucoup de clients que quand on se rencontre pour la première fois et on parle des objectifs, ils me parlent très souvent de leur accent. Et c'est très intéressant ce que j'ai remarqué, c'est quasiment que les Français qui me parlent de leur accent, en fait. Si j'ai des clients espagnols ou italiens, mexicains, brésiliens, c'est très rare qu'ils me disent « Ouais, j'aime pas mon accent, j'ai envie de le perdre » ou etc. Donc, moi, souvent, ce que je dis, c'est en fait, il y a une différence entre accent et prononciation. Si on n'a pas appris une langue, en gros, avant la puberté, parce qu'il y a on va dire, des choses physiques qui se passent dans le développement de l'oreille, qui fait que avant la puberté, on va percevoir des sons. Du coup, on pourra les reproduire. Mais passé cet âge-là, ça devient vraiment très, très, très difficile de perdre son accent, au moins de faire vraiment un travail très spécifique pour la perte d'accent. Mais à mon avis, ça ne sert pas à grand-chose, sauf si on compte devenir espion ou des choses comme ça. Donc, l'accent, il y a une forte chance que vous l'aurez toujours. C'est pas du tout un problème tant que votre prononciation est suffisamment claire pour être compris, on va dire, par la plupart des gens, parce qu'on tombe toujours sur la personne qui n'a pas l'habitude de côtoyer des étrangers, et si vous parlez pas comme lui, il va pas comprendre parce qu'il ne fait pas forcément un effort de comprendre, ou simplement parce qu'il n'a pas l'habitude d'entendre des gens qui parlent comme vous parlez. Mais si vous avez un accent français, c'est pas du tout un problème. C'est même très bien vu aux États-Unis. On aime bien l'accent français. On trouve que c'est très sexy. Donc, ça peut aussi être un avantage, comme Sylvain il a dit, quand j'appelle I'm the French guy, parce que c'est quelque chose qui fait que vous allez vous démarquer de tous les autres Américains qui parlent comme des Américains. Ça peut être quelque chose qui sert de vous rendre plus mémorable et ça, vous pouvez justement, on va dire, l'utiliser à votre avantage. Donc, perdre l'accent, il faut pas trop se focaliser sur son accent parce que tant que votre prononciation est suffisamment claire, c'est très bien. Oui, alors sur la prononciation, je te rejoins. Il y a des fois, ça donne des trucs où quand, par exemple, il y a des mots qui sont pas évidents, wall, hall, etc., etc. Et un jour, j'étais en train de parler avec quelqu'un et moi, je parlais du mur et lui, il avait compris que je parlais d'un trou. Donc, en plus, c'était un général contracteur, donc on parlait de travaux. Ouais. Et moi, j'étais en train de lui parler d'un mur et lui, il croyait que j'étais en train de lui parler d'un trou. Donc, entre hall et wall. Et là, au bout d'un moment, il me dit mais pourquoi vous voulez faire un trou à cet endroit-là quoi, et au final, j'ai dit non mais je lui montre le mur quoi. Ah wall, ok c'est bon. Et là, c'est là où tu dis ouais, mais c'est ce que je disais en fait. Ah voilà, exactement. C'est ce que je disais. Ça clairement, ça. Alors bon, je crois qu'on en parle un petit peu plus loin, mais c'est plus compliqué par exemple au téléphone parce que quand vous êtes face à quelqu'un, il y a tout le non-verbal qui passe. Typiquement, quand vous êtes face à un mur et que vous parlez d'un mur, le gars il comprend que vous parlez du mur. Quand vous êtes au téléphone, ça peut amener des trucs pas tristes quoi. Les réactions des Américains face au... Alors, le broken English, c'est plus vraiment la question des accents. Le broken English, c'est quelqu'un qui parlerait un anglais pas très correct. En disant que j'ai une personne qui un jour m'a fait comprendre que mon broken English, alors c'était en plus il y a quelques années, je pense qu'il est moins broken, mon English. Je fais encore des fautes. Hein. Moi aussi. Hein. 15 ans. Je fais encore des fautes. Dans 5 ans, j'en ferai encore. Donc, il est un peu moins broken. Une personne, j'ai eu un grand show.
Mais bon, globalement, on m'a jamais. Et alors, on a cette mentalité en français d'être modeste. Et on a cette mentalité des fois, moi, combien de fois j'ai dit, écoutez, je suis vraiment désolé par rapport à mon anglais, etc. Et là, les Américains, ils me regardent sans comprendre. Ils disent, mais attendez, mais votre anglais, il est parfait, il n'y a aucun problème. C'est souvent, enfin, je pense que souvent la première réaction, c'est ah non, mais ton anglais, il est beaucoup mieux que mon français, donc du coup, je vais pas me Voilà. plaindre. Ouais. Non, c'est vraiment un truc où les gens, non, non, mais attendez, non, non, votre français, votre anglais, il est parfait, il n'y a pas de, non, non, il n'y a pas de problème. Et encore une fois, tant qu'on se comprend, voilà. C'est ça, ouais. Effectivement, il y a des problèmes de prononciation qui peuvent amener des incompréhensions. Alors des fois, ça donne des trucs pas tristes. Ouais. Bon, là, ça va être beaucoup plus toi. Comment améliorer son anglais avant ou sur place, les applications, les cours groupés ou individuels, les formations, la lecture, la télé. Je dirais tout ça. Au moins, c'est clair. Non, en fait, quand on veut améliorer son anglais, quand on veut apprendre une langue, ce que moi j'ai vu dans, on va dire, mon expérience de la formation, les formules classiques, ça a tendance à être, on va faire 1 heure d'anglais par semaine. Le prof, il va donner un peu des devoirs et puis on revient la semaine suivante. La personne n'aura pas le temps de faire ses devoirs parce qu'il a son travail, sa famille, puis ses loisirs à côté. Vu qu'une semaine s'est écoulée, on oublie la plupart de ce qu'on a appris et on recommence, on va dire, peut-être pas à 0, mais à 2. Et du coup, en fait, quand on veut apprendre une langue, ce qui est vraiment important, c'est pas forcément d'en faire beaucoup à la fois, mais d'en faire vraiment tout au long de sa semaine, tout au long de sa journée, vraiment de faire, on va dire, pas forcément créer une immersion, mais si on peut, c'est mieux, c'est-à-dire de faire tout ce qu'on peut en anglais et de le faire de manière différente. Si on apprend un peu à l'écrit, un peu en écoutant, un peu en parlant, alors on peut aussi écouter pour le plaisir comme regarder un film, mais aussi écouter pour travailler sa compréhension orale avec des exercices. On va dire plus qu'on a d'approches différentes et plus on le fait souvent, plus le cerveau il va mieux se switcher pour apprendre, pour retenir des choses. Vous allez prendre plus l'habitude de parler anglais et de le comprendre parce que au final, en fait, parler une langue, en fait, c'est une habitude à prendre. Plus on le fait, plus ça devient facile. Et c'est pour ça que c'est important de faire un peu de tout et un peu tout le temps. Donc, avant ou sur place, je dirais clairement avant, parce que comme Sylvain a dit, quand on arrive sur place, on a tellement autre chose à gérer. Il ne faut pas négliger non plus le côté émotionnel, parce que changer de pays, c'est pas du tout banal, même si c'est un projet de rêve et on a très envie de le faire. Il y a vraiment ce côté émotionnel qu'il faut gérer aussi. Donc, si vous arrivez et vous avez déjà, on va dire, un bon niveau d'anglais, ça va vous faciliter la chose. Après, vous allez apprendre sur place. Enfin, moi, ça fait 15 ans que je suis là. Hier, j'ai appris, je crois, une nouvelle expression dans une discussion sur WhatsApp avec des amis. Donc, vous allez toujours apprendre, mais avant d'arriver, il faut avoir déjà, on va dire, un niveau suffisant pour survivre et s'adapter. Après, sur les cours groupés ou individuels, les deux sont bien. Ça dépend un peu de votre objectif, de ce que vous voulez faire, de votre façon dont vous aimez apprendre aussi, parce que ça aussi. Donc, il n'y a pas une façon qui est mieux que l'autre en soi, mais ça va dépendre surtout des objectifs, de votre façon d'apprendre, du temps dont vous disposez et comment on organise tout ça. Mais de toute façon, enfin, moi, quand je commence avec quelqu'un, on prend toujours un moment justement pour discuter de tout ça, pour savoir ce qui est, on va dire, la meilleure formule pour le projet. Sylvain, qu'est-ce que toi tu en penses en tant que personne qui a appris l'anglais? Voilà, je repense à une chose. Quand on parlait de l'accent juste avant, Oui?
quand tu as parlé qu'il y avait que les Français qui étaient inquiets pour leur accent, Mmh, j'avais lu un article très intéressant à ce sujet mmh, qui disait que ça venait véritablement que dans la culture française, il y a quelque chose qui est ancré, mmh, qui est la peur du ridicule. mmh. C'est ancré dans la culture française et qu'on a tous été en sixième en France. Oh, it's a cat, ou Brian is in the kitchen. Ça, c'est pour les moins de 40 ans, Mmh. les 40 ans. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Bon. Et on a tous entendu Mmh. ricaner les autres. Et ben voilà. Et malheureusement, la peur du ridicule est quelque chose. Alors ça, typiquement, la peur du ridicule, c'est pas américain. Hein. Là, très franchement, Ouais, oui. non, là, Suffit de les regarder. bah, Voilà. des fois, le pyjama dans les grandes surfaces, c'est pas un gag, hein, parce que ça, c'est quand même Moi, vraiment. j'allais au lycée en pyjama des fois, c'était Oui, très bah, bien. pour Pajama Day, ouais, par exemple, voilà, bah, exactement. Donc voilà. Je reviens donc sur effectivement les apps. Les apps, je ne connais pas, j'ai jamais utilisé les apps Mmh, moi, j'ai pas eu. Alors, j'ai eu de la chance entre guillemets. J'ai pas eu besoin de faire de formation extérieure parce que j'étais passionné d'anglais à l'école. mmh, Voilà, j'étais passionné d'anglais à l'école. Très très bon dans toute ma scolarité, très bon en anglais. J'ai eu l'occasion d'aller pas mal en Irlande. Plusieurs fois, je suis allé 5 fois en Irlande, passionné de musique irlandaise et de Guinness. Et donc après 2-3 Guinness, on parle beaucoup mieux. Voilà, donc les formations, j'en ai pas vraiment eu besoin parce que j'avais un niveau. mmh. J'ai travaillé un peu en anglais aussi dans mes jobs précédents. La télé, bah, c'est bien de regarder la télé en anglais sous-titré en anglais. Mmh. Beaucoup. La télé anglaise sous-titrée en anglais. Pardon, excusez-moi. Alors, les livres, moi, je suis un grand, grand, grand lecteur. J'adore lire. Donc, tu nous diras, Christina, si toi, tu Mmh. as des auteurs préférés. Moi, il y a vraiment quelqu'un que. Alors, j'aime beaucoup les livres policiers. Et je suis un fan invétéré de Michael Connelly, qui écrit des policiers qui se passent à Los Angeles. Et le gros avantage de Michael Connelly, c'est que c'est du vocabulaire assez simple. C'est énormément de dialogues, donc beaucoup, Mmh. beaucoup de dialogues de tous les jours. Moi, j'ai appris énormément d'expressions. Alors bon, forcément, c'est un peu relatif au meurtre, donc des fois, il ne faut pas évident à placer dans le quotidien. Mais à tel point que Michael Connelly fait signe des autographes et que j'ai tous les Michael Connelly signés par Michael Connelly. Voilà, vraiment. Alors, typiquement, par exemple, j'aime beaucoup Elizabeth George, Mmh. mais Elizabeth George, j'arrive pas à les lire en anglais. Mmh. C'est trop descriptif, c'est trop. Là, j'ai lu les livres de Michelle Obama et de Barack Mmh. Obama. Je les ai lus d'abord en français et je les ai relus en anglais ensuite. Mmh. Mais par exemple, les Michael Connelly, je ne conçois de les lire qu'en anglais. Ouais. Et voilà, alors j'ai dû faire vendre pas mal de livres de Michael Connelly en anglais en France parce que. Mmh. Tu as des auteurs, toi, que tu. Alors moi, en fait, j'ai des ressources pour lire. En fait, il y en a trois que je peux conseiller. En fait, bah, justement, enfin, selon le niveau, enfin, parce que je ne sais pas si tout le monde pourrait lire des livres directement en anglais. Mais par exemple, si on est en France, je crois que même dans d'autres pays, il y a un magazine qui est vraiment très bien, qui s'appelle Go English, en fait, qui est écrit en anglais. Mais les articles, ils sont écrits pour des niveaux spécifiques. Donc, on peut avoir des articles qui sont écrits pour les niveaux B1, donc intermédiaire, des articles qui sont écrits au niveau B2, donc intermédiaire avancé, et des articles écrits plutôt pour les C1, donc avancés, avec du vocabulaire qui est traduit en bas de page, par exemple. Donc ça, c'est une façon, en fait, de pouvoir lire quelque chose, de prendre plaisir de lire quelque chose en anglais, tout en évitant d'être frustré parce qu'on n'arrive pas, parce qu'on n'a pas le niveau. Euh, il y a aussi des livres qui s'appellent, en anglais, on les appelle les graded readers. Et en fait, c'est pareil, c'est des petits bouquins. Alors souvent, c'est des classiques qui ont été réécrits pour correspondre à un niveau précis en anglais. Et pareil, là, on va trouver des niveaux intermédiaires, enfin même pré-intermédiaires, même débutants.
C'est des livres que moi, j'utilise moi-même pour apprendre l'allemand. J'ai vraiment débuté en allemand, mais j'arrive à lire ces livres. Donc, selon son niveau, on peut trouver des graded readers qui sont très intéressants et très bien écrits, en fait. Et puis, la troisième ressource, alors, c'est pas une ressource qui est en anglais, mais justement qui donne une bonne... on va dire un bon aperçu du paysage littéraire aux États-Unis, c'est le Revue America, qui est publié en France. Je crois que le sous-titre, c'est America, l'Amérique comme vous l'avez jamais lu. Et là, ils arrivent à la fin parce qu'ils faisaient que pendant le mandat de Trump, mais on peut acheter les anciennes éditions. Et donc, du coup, on trouve vraiment des extraits de plein de livres de la littérature américaine, mais littérature contemporaine, des interviews avec les auteurs. C'est vraiment vraiment très bonne qualité et ça nous permet de découvrir la littérature américaine, en fait. Je les ai tous, hein. Les Américains, je les ai Ouais, depuis le numéro 1. C'est un super travail. C'est vraiment. ouais. Ouais, Moi, il m'en manque 2 ou 3, je crois, mais je me suis abonnée au final. Passionnant, passionnant. J'ai vu Ouais. passer, a priori, il y a une nouvelle revue qui vient de sortir sur les États-Unis en France. D'accord. Ouais, j'ai vu passer ça C'est très quoi récemment. le... Alors, est-ce que c'est D'accord. Destination Amérique ou un truc dans ce genre? D'accord. Mais il y a une revue qui est sortie il y a très peu de temps sur Destination USA. Destination USA. OK. Voilà. Il faut que je les contacte d'ailleurs. Alors, il y a quelques. Alors, en fait, je regarde en même temps les questions dans Ouais. le truc. J'avais dit qu'on répondra à la fin, mais celle-ci, j'allais te la poser en fait. C'est comment on détermine son niveau? Oui, OK. Donc, il y a plusieurs façons. On va dire la réponse le plus simple, c'est de se faire tester, en fait, de faire une évaluation de son niveau. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je peux organiser, par exemple. C'est de faire vraiment une évaluation, on va dire, officielle de son niveau qui donne un certificat de son niveau suite aux performances sur l'évaluation. Une possibilité en Europe, en fait, pour mesurer les niveaux de langue, on a le cadre commun de référence pour les langues. Donc, c'est là où on a les niveaux A1, A2, B1, etc. Et ils ont fait vraiment une super grille, en fait, de compétences où ils reprennent tous les niveaux, A1, A2, etc. Et ensuite, ils reprennent les compétences. Donc, par exemple, savoir écouter et comprendre un monologue, écouter et suivre un dialogue, participer à un dialogue, lire en anglais, etc., etc. Et pour on va dire, chaque niveau et chaque compétence, il y a un petit descriptif qui dit je peux, et en fait, il suffit en gros de trouver le descriptif qui correspond à son ressenti sur son usage en anglais. Donc, il y a 2 façons de savoir son niveau. Si on veut vraiment, on va dire, quelque chose qui atteste de son niveau, de passer un examen, ça peut être un TOEIC, un BULAT, mais ils sont un peu chers et puis il faut les organiser, il faut 2 heures pour le faire, etc. Aussi, il y a un autre test qui s'appelle le Peaplet Flex, qui, lui, il est un test beaucoup moins cher. Ça prend une demi-heure, on peut le faire sur Internet, mais il y a quand même une partie écoute et parler, enfin l'expression orale, et quelqu'un derrière qui va écouter les enregistrements et les évaluer et vous donner un certificat de niveau sous 24 heures, je crois. Alors, Donc, le TOEIC, je l'ai passé en 2003 ou 2004. J'avais eu alors, c'est sur 920, non? Le TOEIC? Je crois, ouais. Ça fait vraiment très longtemps que j'avais eu j'ai pas passé 905, les je TOEIC, en crois, fait. sur 920. Par contre, alors j'ai passé le TOEFL, en 2018 quand je me suis inscrit à UCF pour ma MBA. J'ai passé le TOEFL. Alors ça, par contre, malgré 8 ans aux États-Unis en 2018, le TOEFL, c'est costaud. Ouais. C'est Ah ouais. quasiment 5 heures d'examen et c'est des textes ultra scientifiques. Alors, il y avait un texte qui vous est lu.
et qui parle, par exemple, moi il y avait un texte qui parlait d'une molécule ou d'une bactérie dans les nuages qui faisait pleuvoir. Un autre truc, c'était sur la chimie de l'eau dans les marécages. Waouh! Ouais. Waouh! Bah, le TOEFL, il est vraiment pour les gens qui veulent s'inscrire dans les universités. Bah, Donc, voilà. ouais, c'est très académique. Hein. Alors, c'est sur 120, Ouais. j'avais eu 107, Ouais. mais honnêtement, j'avais ramé. Hein. Ouais, non, ouais, enfin, en fait, je pense que le TOEFL en soi, c'est un examen difficile parce que c'est très scientifique, très académique, Super et en plus, scientifique. c'est en anglais. Donc, ouais. On va passer à la suite. Alors, je vais fermer le chat. Je suis en train de répondre à des Ah d'accord, questions. non, pas de problème, excuse-moi. Non, mais c'est fini, c'est fini. Donc, on passe Suivante. au suivant. Voilà. Alors, Oh bon, ça c'est anglais. plus pour l'anecdote, anglais UK, bon, ça c'est anglais US, donc il y a des différences. Alors bah, je te laisse en citer quelques-unes. Ben, en fait, j'allais dire justement aujourd'hui dans mon groupe sur Facebook où il y a on va dire les élèves, les clients, il y en avait une qui avait partagé une vidéo que moi j'avais jamais vue, mais qui est vraiment, enfin moi j'étais en train de vraiment rigoler, laughing out loud, rire à haute voix, parce que c'est un Anglais qui fait une vidéo quand on est anglais aux États-Unis et en fait il fait plein de petites situations où lui il va dire ces trucs comme il le dirait en anglais britannique et il voit l'Américain en face qui en fait qui sait pas du tout de quoi il parle en fait. Il y avait enfin des exemples comme chips, French fries, donc il va dans un McDo et dit oh yes I'd like a portion of chips please. Et puis l'Américain derrière il fait nah chips we don't serve that here, we ain't got that. It's like, but I see that right there on the menu. Et du coup, enfin, il y a plein de petits vocabulaires qui sont un peu difficiles comme ça, enfin, un peu différents comme ça, où ça peut, on va dire, provoquer des petits moments un peu rigolos si on est dans un contexte, on va dire, ouais, si vous n'êtes pas en négociation pour le salaire, par exemple. Donc, il y a des petites différences de vocabulaire, chips ou French fries, ou d'autres plutôt rubber, par exemple, qu'il ne faut pas confondre. Rubber en britannique, c'est une gomme. Rubber en américain, c'est un préservatif. Donc, c'est pas la même chose si vos Pas le enfants même demandent contexte. rubber à son pote en cours d'histoire au lycée. Mais globalement, ça reste la même langue. Donc, ça va peut-être provoquer des petites situations un peu rigolos, des grands moments de solitude. Mais quand on apprend une langue, il faut aussi, je pense, savoir ne pas toujours se prendre au sérieux. Et si on fait des erreurs et on en rigole, ça fait partie de l'apprentissage, j'ai envie de dire. Dans les grands moments de solitude qu'on a eu, et un jour où effectivement un client nous demande ce qu'on faisait avant de vivre aux États-Unis, et donc j'ai commencé à lui expliquer que avant de vivre aux États-Unis, I had an affair in Guadeloupe. I had an affair in French West Indies, in the French West Indies. Guadeloupe, c'est les French West Indies. Sauf que une affaire, c'est une liaison. Et qu'en fait, c'était un business que je voulais dire. Et la personne m'a regardé, mais il est en train de me dire qu'il avait une maîtresse en Guadeloupe, mais c'est pas exactement ce que je lui demande. Et là, vu l'air d'effarement en face de moi, j'ai dit, what did I say exactly? et là, bon, il y a eu, voilà, on a eu une personne qui pendant, ça a quand même duré un moment, ça, la personne qui nous a dit qu'elle venait organiser un baby shower. Un baby shower, c'est une fête où vous invitez vos amis pour l'arrivée d'un bébé. To show, montrer le bébé en fait, un baby shower. Nous, shower, c'était une douche. Donc, comme on vendait des meubles, on lui montrait les meubles de douche. Là, il y a eu quand même elle nous a regardé, non, mais c'est pas du tout ce que je veux. Et là, on m'a mis longtemps, hein, parce que je veux pas dire de bêtises, mais je crois que la cliente est partie et qu'on a compris après. Je crois que la cliente est partie et qu'on a compris après qu'en fait, shower. Ah oui, d'accord, non, mais shower, c'est pas ce que. C'était pas la douche dans ce contexte-là, oui. C'est pas la douche. Bon, il y a des mots difficiles. J'ai eu un grand moment de solitude dans des due diligence sur un business où le comptable, qui était français, à un moment donné a dit I don't understand all this shit.
Et en fait, il voulait dire qu'il y avait beaucoup trop de papiers, qu'il ne comprenait pas tous ces papiers. Et la personne en face a marqué le coup. Et on est parti. J'ai fait 5 minutes en voiture. Le téléphone a sonné. La broker de la partie adverse m'a dit « Votre client, s'il est si malhonnête, vous le ramenez jamais, etc. » Et moi, je n'ai pas compris. Enfin, je ne suis même pas sûr que j'avais entendu cette partie-là. Et je lui ai dit « Mais vous parlez de quoi ?» Et puis il me dit « Ouais, il a dit qu'il ne comprenait pas all this shit. » Oui, sheets, document. Non, pas. Et là, il y a eu un éclat de rire général, tout le monde s'est détendu. Mais voilà, donc il y a des mots, je fais très attention. Bon, selon le contexte, on le comprend en même temps, hein, même si la prononciation n'est pas bonne. Bon, il y a un son qui est difficile, c'est le the. On l'a pas celui-là. Hein, donc, n'existe pas. Soit, Soit il faut s'entraîner vraiment à le faire, mais je pense que dans la plupart des cas, si on le prononce, enfin, comme les Français, ils ont tendance à le prononcer plutôt comme un Z, j'essaie de trouver des situations où ça peut prêter à confusion ou provoquer des problèmes de communication, mais je pense que souvent, en fait, on a tellement de contexte et d'autres choses qui sont autour de ce petit son que la plupart du temps, ça va pas poser un problème sur un son. Là où ça peut poser plus de problèmes, c'est effectivement, ça va être les voyelles, shit, sheet, bitch, beach, etc. Ça peut aussi être justement la prononciation du T, qui en fait, quand on voit deux T écrits ensemble, et les Américains, ils le prononcent comme un D. Donc, tout ce qui est, au lieu de dire better, on veut dire better, des choses comme ça. Et là, des fois, ça peut créer un petit moment de ah oui, ok, je vois ce qu'il veut dire. Donc voilà, après, c'est juste une question de s'entraîner pour la prononciation et en fait, de faire un travail pour prendre l'habitude de repositionner sa bouche et sa langue pour créer les sons qu'il faut. Chez Burger King, au tout début qu'on était là, avec les enfants, alors même avant même qu'on soit là, donc ça doit être en vacances en 2007 ou 2008, je suis entré chez Burger King, j'ai demandé un Whopper, enfin je ne sais plus lequel, etc. Ouais. Machin, et je demande Free Kids Meal. Et j'ai pas montré le monde. Et là, le gars, il m'a dit, We don't have a Free Kids Meal. Et en fait, il avait compris gratuit. Ouais. Il avait compris gratuit. Three et free, ouais. Exactement, il avait compris gratuit. Et ça, aujourd'hui encore, quand je dis free, je montre le chiffre parce que. Three. Voilà, sinon, ils comprennent gratuit. Quoi. Donc, ouais, voilà. donc ouais, effectivement, là, ça peut prêter à confusion, ouais. Ah, c'est mon épouse qui vient d'apparaître. Mon épouse. Hello! Alors, bon, là, un point important. Les visas, quels qu'ils soient, le niveau d'anglais est-il un critère? Oui et non. C'est pas dans les textes. Il n'est pas marqué dans les textes de visa que vous devez avoir un niveau d'anglais de tel niveau. C'est pas écrit. Pourtant, il y a des gens dont le visa a été refusé par rapport au niveau d'anglais. Mais il n'a pas été refusé par rapport au niveau d'anglais. La case qui a été cochée, c'est n'est pas en mesure de diriger et développer un business aux États-Unis. Et en fait, l'officier a dit votre niveau d'anglais ne vous permet pas. Alors en l'occurrence, c'était sur des business qui avaient pas mal de salariés. Et en fait, l'officier a dit non, vous reprenez un business avec tant de salariés, etc. Votre niveau d'anglais ne vous permet absolument pas de manager. Alors c'est tiré par les cheveux, hein, parce que c'est un petit peu limite comme interprétation du texte. Le problème, c'est que l'officier, il est souverain. Donc, c'est son choix. Et s'il estime que vous n'êtes pas en état de diriger et développer un business parce que votre anglais n'est pas suffisant, c'est sa décision. Il n'y a pas d'appel. Donc, pour le visa, si votre niveau d'anglais est un problème, c'est ce que c'est dans mon questionnaire, dans les questionnaires que j'envoie aux clients qui veulent travailler avec moi, je leur demande d'évaluer leur niveau d'anglais. Si le niveau d'anglais me semble limite, je donne les coordonnées de Christina. Ouais. Au niveau, j'allais dire, en fait, c'est parce que j'ai travaillé avec
Oui, des clients, en fait, enfin, moi, quand j'ai commencé, quand j'ai commencé à travailler avec les clients et je vois son niveau d'anglais, je dis, oula, ça va être compliqué. Et finalement, ils ont leur visa. Donc, parce que, par exemple, ils ont pas besoin, ils n'avaient pas d'interaction avec les clients. La personne, il était plutôt seul dans sa boulangerie, en fait, c'était. Et du coup, il n'avait pas besoin de niveau d'anglais vraiment très élevé pour réussir son entreprise. Par contre, quelqu'un qui va être, comme Sylvain dit, face avec des clients ou des salariés, là, forcément, le niveau d'anglais, enfin, ils vont être plus exigeants parce que simplement, pour réussir votre projet, vous aurez besoin d'un bon niveau d'anglais, en fait. Oui, non, puis malheureusement, faut aussi, il y a le critère humain, hein, c'est qu'il y a des officiers qui sont beaucoup plus, passez-moi l'expression, mais peau de vache que d'autres. Et il y en a, on a eu des cas délicats où effectivement, malgré un niveau d'anglais, etc., les dossiers ne sont pas passés, avec le dossier était très très bon. Donc moi, ce que je dis toujours aux clients, c'est partez avec toutes vos chances, quoi. Partez avec toutes vos chances, c'est tout. Ouais. Anglais et communication commerciale, c'est effectivement moi qui avais rajouté ce point parce que si vous faites faire des websites, si vous faites faire de la pub, travaillez avec un American native. Si vous êtes plus à l'aise pour parler en français, trouvez un native American qui parle français. Mais pas l'inverse. Par exemple, moi aujourd'hui, je me sentirais pas capable de faire votre communication parce que je suis pas un native American. Je suis un Français qui parle américain. C'est pas pareil qu'un Américain qui parle français. Il faut toujours faire sa pub par la personne qui parle la langue du pays. Parce que ça va vraiment pas être les mêmes choses. Hein, et ça se voit. Et pour une communication commerciale, c'est quand même compliqué. Ouais. Je veux dire, justement, enfin, moi, je peux. Enfin, souvent, quand je vois les sites, alors soit ça peut être les sites des clients à moi, parce qu'ils ont déjà leur propre site web, ou même juste des sites où on le met en anglais. Souvent, à la lecture, on voit, enfin, si c'est une traduction, en fait, ce qu'on voit, on peut voir au niveau du choix de vocabulaire, des structures des phrases, qui sont souvent, le choix de vocabulaire, souvent, c'est pas tout à fait dans le bon registre. Niveau des structures, on a souvent des structures qui sont un peu plus lourdes que ce qu'on mettrait, par exemple, si c'était un Américain qui l'avait écrit en anglais. Donc, si vous avez justement tout ce qui est de la communication écrite, ouais, je dirais qu'il vaut mieux faire appel à par exemple, une agence de communication ou un copywriter, en fait, qui est effectivement américain. Comme ça, il va pouvoir mettre vraiment les bonnes tournures de phrases, des mots ou des phrases ou des références culturelles qui vont résonner avec vos clients potentiels. Choisir tel ou tel mot parce que ce mot va évoquer telle ou telle image que vous voulez évoquer. Celui-ci, bien que ça a le même sens, va pas faire le même effet. Et c'est vraiment des choses qui sont c'est vraiment des choses très nuancées de la langue, aussi de la culture. Et même par exemple, enfin moi j'estime que mon niveau de français il est assez correct, mais je sais que moi quand je fais de l'écrit en français, c'est moins bon que si c'était quelqu'un qui ferait le même travail, mais qui était de langue maternelle française. Donc, même si vous avez un très bon niveau d'anglais, ça va toujours être avantageux de faire appel à des professionnels de la communication écrite qui sont de langue maternelle et de culture américaine si vous communiquez avec des Américains. Alors, je ne sais pas si c'est des services que tu fais ou si tu as des gens qui le font pour toi. Ça fait partie du travail qu'on fait aussi parce qu'on peut accompagner justement, j'ai une cliente actuellement qui cherche à se développer aux États-Unis. Elle est basée en France, mais elle veut chercher de la clientèle américaine. Et on fait tout un travail sur de mettre son site en anglais, en fait, parce que c'est pas, enfin, c'est un autre travail, on va dire, mais ouais. Ok. Alors, l'anglais et les enfants ados, est-ce un problème? Ça, c'est vraiment une question d'âge.
moi, de mon expérience, les enfants ont très très rarement été un problème. Alors bon, tu l'as dit tout à l'heure, il y a une question de formation de l'oreille jusqu'à la puberté. C'est vrai que le plus jeune c'est le mieux. Moi, je peux parler pour mes 3 enfants qui sont arrivés ici, qui avaient 5, 8 et 11 ans. Donc forcément, aujourd'hui, ils ont 15, 18 et 21. Celui qui est arrivé ici à 5 ans, dans sa tête, il est américain. Il a du mal avec le français. On parle français à la maison, mais le français, c'est un peu difficile pour lui. Les 2 autres parlent bien français, écrivent bien le français, mais leur langue d'expression spontanée, c'est en anglais. Typiquement, quand elles vont face à une situation, l'instinct les fait parler en anglais et pas en français. Moi, l'instinct me fait toujours parler en français. Mais voilà, donc les ados, non, franchement, c'est jamais un problème. Hein. Et puis aussi, je pense que pour les enfants et les ados, en fait, ils sont beaucoup moins, on va dire, ancrés dans leurs habitudes et leur façon de faire que nous en tant qu'adultes. Donc, en fait, ils s'adaptent assez rapidement la plupart du temps. Donc, c'est souvent, en fait, souvent, c'est les parents qui s'inquiètent beaucoup pour les enfants et les enfants sont souvent, c'est une aventure et puis ils s'adaptent beaucoup plus facilement que nous, adultes. Donc, souvent, vous n'avez pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Non. Ouais. Les choses les plus compliquées au début, bon, le téléphone. Les premières fois, quand le téléphone sonnait, il était entre ma femme et moi. On regardait sonner le téléphone, elle se barre, elle est à côté de moi. On regardait sonner le téléphone et on espérait que ce soit l'autre qui prenne. Donc, le téléphone, au début, c'est un grand moment quand même. On a eu des explications au téléphone qui étaient extraordinaires. Hein. Voilà. Au restaurant, on a eu commandé des trucs, c'est avec toute autre chose qui est arrivée. Et pourtant, on a lu la carte. Hein. Alors maintenant, on monte la carte. Maintenant, dans le doute, on monte. 10 ans après, je monte encore sur la carte, dans le doute. Hein. Parce que j'ai envie de manger ce qu'il y a sur la carte. Ce que tu as envie de manger, oui. Voilà, exactement. Médecin, la première fois que vous allez chez le médecin, que vous avez mal quelque part, ben là, le vocabulaire, vous ne l'avez pas, hein, à moins que vous ayez fait médecine. Ben là, le vocabulaire, vous avez mal où? Ah, ben on monte. Voilà, j'ai mal là. En 6e. Comment? J'ai fait le coroner en 6e. Ah oui, alors Daphné, qui est ne voyez pas parce que comme j'ai un fond virtuel, c'est vrai que quand on est arrivé, notre fille est rentrée en 6e et en 6e, en sciences, ils apprennent le corps humain. Et donc, moi, on se rappelle les soirs d'aider notre fille à apprendre ses cours. Donc, elle arrivait, hein, donc elle est rentrée à l'école en août 2010. Et donc là, on est par exemple en octobre ou novembre 2010. Donc, son anglais est encore pas très bon. Et on est en train d'apprendre les fonctions digestives. On a passé beaucoup de temps dans le dictionnaire, hein, parce que c'est des trucs, même en français, on ne les maîtrise pas. Donc voilà, donc chez le médecin, c'est pas triste. Chez le coiffeur, vous ressortez des fois avec des coiffures, c'est pas vraiment ce que vous vouliez. Mais bon, voilà. Ouais, c'est aussi pour moi, c'est par exemple les magasins de bricolage. Oui. Parce que déjà, moi aussi en anglais, je connaîtrais les mots, mais c'est pas, c'est des choses que moi je vais chercher à acheter peut-être une fois tous les 10 ans. Donc pour essayer d'expliquer, donc souvent en fait moi ma technique que j'ai trouvée en fait c'est d'expliquer soit ce que je veux arriver à faire avec l'outil que je dois acheter ou d'expliquer c'est un peu comme un machin mais sauf qu'on l'utilise pour faire ça. Donc c'est vrai, il y aura toujours des moments, des situations où vous allez avoir besoin d'un vocabulaire qui est vraiment très spécifique, pas forcément un vocabulaire que vous utilisez tous les jours. Et vous allez manquer le vocabulaire tout simplement. Donc, il faut trouver d'autres façons de se débrouiller pour se faire comprendre. Mais pareil, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'est toujours... faut voir ça plus comme des moments d'apprentissage, en fait. Et de se dire, pas de se dire, je suis idiot parce que j'ai pas ce mot, qu'est-ce que je suis nul en anglais parce que j'ai pas su dire, je sais pas, perceuse ou un truc comme ça. Mais en fait, juste dire, en fait, c'est normal que j'ai pas ces mots parce que, je les ai jamais appris.
Deux, je n'ai quasiment jamais l'occasion de les utiliser. Et là, il se trouve que j'en ai besoin. Donc après, on peut les apprendre pour la prochaine fois peut-être, ou trouver simplement une autre façon de s'exprimer. Ouais, sachant qu'en plus aujourd'hui, il y a quand même des outils, on peut montrer, moi j'ai Si toujours... on regardait voilà. sur Google Translate sur son On téléphone. montre une photo sur le téléphone, Ouais, etc. C'est quand même rare qu'on se trouve dans des situations ouais, vraiment bloquées. ouais. Ah là, c'est intéressant. On l'a rajouté, celle-ci, effectivement. Comment s'intégrer, l'importance de la communauté, des activités caritatives, des passions, des enfants et même de la religion. Ouais, tiens, je te laisse. Oui. Commencer. Ouais, en fait, vraiment tout ce qui est club, association, etc., ça joue vraiment un rôle très important en fait, dans la société américaine. Et on peut voir ça, par exemple, au lycée. Souvent, les horaires du lycée, ça va s'arrêter, je sais pas, entre 14h30 ou 15h, des choses comme ça. Parce qu'après les cours, il y a vraiment toutes sortes d'activités que les enfants ils vont faire. Et ça, en fait, cette notion de vie collective ou d'activité en groupe, c'est quelque chose en fait qui suit tout au long de la vie aux États-Unis. On a plein de, enfin, tout ce qui est Lions Club, Rotary Club, Garden Club, Country Club, etc. Simplement parce que, en fait, vu qu'aux États-Unis, on n'a pas vraiment un système social qu'on peut trouver en France, souvent, on doit essayer de, on va dire, se protéger soi-même, avoir du bon réseau, avoir des amis qui vont nous soutenir quand on a besoin. Si on tombe malade, on a un cancer, ce que je ne vous souhaite pas, mais avoir des amis qui vont organiser des fundraisers pour récolter des fonds pour nous aider à payer les factures de l'hôpital, des choses comme ça. Donc, en fait, l'importance de la communauté, du réseau et d'avoir en fait des amis, enfin des gens qui nous entourent, c'est vraiment quelque chose qui est très ancré dans la société américaine, bien qu'elle soit aussi très individualiste. Donc il y a toujours ce paradoxe très individualiste et enfin c'est peut-être même pour cette raison qu'il faut chercher à s'intégrer dans une communauté parce que pour le jour où vous aurez besoin, vous ne vous retrouvez pas tout seul en fait. Euh, donc, ça peut être tous ces clubs. La religion, on a mis parce que dans beaucoup d'États et surtout dans le Sud, la religion, en fait, joue, on va dire, un rôle spirituel, mais vraiment aussi important, un rôle de communauté. Beaucoup d'événements qui sont organisés par les églises, dans la euh, ouais, dans la vie de tous les jours, en fait. Donc, c'est pas uniquement parce que, enfin, on va pas aller à l'église forcément parce qu'on est très croyante et très pratiquante, mais il y a vraiment toute une dimension de vie sociale autour des églises aux États-Unis. Ah, Sylvain, on t'entend pas. On a perdu le son. Hop. Ah, top, hop, 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 C'est hop. bon, c'est bon. Vous m'entendez et vous me voyez toujours? Oui, oui, Alors, sur quelle caméra? 2 secondes, hop là. sur le même que d'habitude. Sur la même caméra, d'accord. Rien n'a changé, sauf qu'on t'entend maintenant. Bizarre. Alors, attendez, juste une minute. J'ai un petit truc technique. Je peux faire ça. Voilà. Voilà. Ouais, alors, quand on arrive dans un pays, forcément, c'est quand même bien d'aller vers les autres. Bon, j'allais dire que des fois, dans certains quartiers en France, les gens ne connaissent pas leurs voisins. C'est pareil ici, hein, ils ne connaissent pas leurs voisins. C'est quand même important si vous voulez pas vivre tout seul dans votre coin, parce que vous arrivez ici, vous n'avez pas votre famille. Si en plus vous ne connaissez pas vos voisins, vous ne pas connaître grand monde. Donc, c'est quand même important, effectivement, d'aller vers les autres. Aller vers les autres, eh ben, c'est participer effectivement à la communauté. Participer à la communauté, c'est participer à des œuvres de bienfaisance. C'est voilà, notre fille va donner à manger aux homeless les vendredis. Nous, effectivement, on était parce que là, il y a eu quand même un petit peu de complications, mais on est catholique et on avait une super église dans notre quartier, ce qui était un plus.
Les enfants, quand on arrive avec des enfants, c'est une source de rencontres énorme, les écoles. Ça, c'est pareil en France. Hein. Vous arrivez dans un village, vous partez de Mulhouse et vous êtes muté à Salon de Provence. Si vous avez des enfants ou si vous n'avez pas d'enfants, ça va modifier votre intégration. Hein. Donc voilà, donc ça, c'est hyper important. Les activités caritatives, les Américains donnent. Les Américains donnent énormément. Alors, bon, c'est pas oublier qu'aux États-Unis, l'État ne s'occupe pas de vous. Je veux dire, en France, l'État s'occupe de vous pour tout. Aux États-Unis, l'État ne s'occupe pas beaucoup de vous. Vous ne payez pas beaucoup d'impôts, mais vous avez droit à rien. Donc, globalement, le caritatif, c'est quand même super important. Et c'est important d'avoir donc une vie sociale, justement parce que l'État ne va pas s'occuper de vous. Voilà, donc effectivement, Christine avant aussi, Christine avant, c'est voilà, d'avoir une vie sociale. Le jour où vous avez un problème, bah, c'est bien de pouvoir compter. Là, c'est vraiment une anecdote, c'est quelque chose de léger, quoi, entre guillemets. Mais là, je devais renouveler une licence. De notary. Je suis notary public, je peux notariser les documents. Et pour renouveler la licence de notary, il faut que quelqu'un atteste de votre bonne moralité pour que cette personne ne vous soit en rien relative. Ça ne peut pas être votre femme, forcément, pour attester de votre moralité. Ça ne peut pas être votre femme, ça ne peut pas être vos enfants, ça ne peut pas être votre père. Donc, il faut obligatoirement quelqu'un avec qui vous n'êtes pas du tout en relation familiale. Et ben, le fait voilà, on a fait les scouts, on a fait plein de choses comme ça. J'ai passé un texte à une maman scout avec qui je m'entends super bien. Je dis voilà, j'ai besoin de cette attestation. On se connaît quand même pas mal, parce que c'est quand même pas rien l'attestation. Elle doit attester qu'elle confirme que j'ai une bonne moralité, ce qui est au sens quand même des États-Unis. Et donc, elle m'a dit mais il n'y a pas de problème, viens et je te signe le papier tout de suite. Si on n'avait pas fait les scouts, accompagné les gamins aux scouts, etc., ça aurait été compliqué. Et c'est un peu effectivement quand on est à son compte, parce que on a sa société, sa famille, et si on ne se force pas au début à sortir de sa zone de confort et à aller effectivement regarder les clubs dans le coin, ne serait-ce que, moi j'ai rencontré des gens. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé des cours de comptabilité américaine à la librairie. À la bibliothèque. Donc, à la bibliothèque. Oui, mais je parle en français Library. là. Justement. Oui, bibliothèque. À la bibliothèque, oui, à la bibliothèque. Ouais. Et donc, effectivement, j'ai rencontré des gens à cette occasion-là, et il y avait tout, parce qu'à côté de moi, il y avait une dame qui faisait du tricot et qui vendait son tricot sur Internet et qui voulait 2-3 notions de comptabilité. Il y avait un petit plombier etc. Et comme ça, ça a été une des premières rencontres que j'ai eues, etc. Avec les enfants, n'en parlons pas, mais après, si vous avez vos activités dans le club, bon, il y a une époque, on est tous blessés pour l'instant, mais il y a une époque où on faisait des triathlons. Il y a un club de triathlon dans le voisinage et ils se retrouvent 3-4 fois par semaine pour courir, faire du vélo. Bon, la natation, c'est chacun de son côté, mais voilà quoi, déjà. Et avec les alligators. Et avec les alligators. Mais voilà quoi, c'est le plus compliqué, c'est sortir de sa zone de confort pour aller rencontrer des gens. On va passer à la suite. Alors, hop. Voilà. Voilà, j'allais dire, je pense que sur les questions, on a quand même fait le tour. On a pas mal de choses. Hein. Comme vous l'avez dit, c'est un peu en roue libre. Hein. D'ailleurs, on a pas mal dépassé au niveau temps. On s'est dit qu'on ferait 1 heure. Ça fait déjà 1h15. Voilà, je vais laisser Christina, effectivement, rentrer plus dans le détail de ses services. Oui, d'accord. Merci. Donc, voilà. Donc, moi, mon entreprise, c'est Speak English with Christina. Et comme vous pouvez lire, en gros, c'est d'accompagner des entrepreneurs, des salariés, alors plutôt des dirigeants d'entreprise ou des professionnels tout simplement, qui manquent de confiance en anglais et qui ont besoin justement de se sentir plus à l'aise quand ils vont s'exprimer en anglais. Donc, l'idée,
c'est aussi de rendre ça, on va dire, le moins douloureux possible. Mais c'est surtout, en fait, de faire en sorte que même si on travaille l'anglais professionnel, que ça soit agréable, en fait. Parce que quand on apprend une langue, on sait que le cerveau, il va être plus ouvert si on apprécie la façon d'apprendre, les choses qu'on fait. Et du coup, moi, ce que je propose, c'est vraiment plusieurs programmes différents. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous pouvez aller sur mon site qui est christinarebuffet.com, je le mettrai dans le chat, et aller voir les différents programmes entre le Business English Coaching, le Conversation Club ou les cours de e-learning, selon vos besoins, vos disponibilités, votre budget aussi, en sachant que je suis organisme de formation et data docké, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre compte personnel de formation pour pas mal de programmes en fait. Mais de toute façon, on prend toujours un moment au début pour diagnostiquer un peu les besoins, les objectifs. Et moi, ça serait vraiment avec plaisir de vous orienter vers le ou les programmes qui seront les mieux adaptés pour vous. Et aussi, si vous voulez juste peut-être découvrir un peu l'approche que j'ai pour apprendre l'anglais, vous pouvez aussi aller sur le site, aller sur le blog et trouver des vidéos gratuites. J'en fais une par semaine depuis 5 ans maintenant. Donc, vous aurez de quoi vous amuser à apprendre l'anglais déjà et après avec plusieurs programmes si vous avez besoin de travailler peut-être de manière plus personnelle pour améliorer votre anglais. Les vidéos sont vraiment extraordinaires. Il y en a qui valent leur pesant d'or. Merci. On fait ce qu'on peut. Du coup, donc ça c'est pour moi. Sylvain, est-ce que tu veux parler un peu de toi? Je vais peut-être mettre ton slide. Voilà, donc objectif USA, on a 3 structures. Un objectif USA qui est vraiment la partie vente d'entreprises, accompagnement d'entrepreneurs qui veulent venir. Alors vente et création, accompagnement d'entreprises ou d'entrepreneurs qui veulent venir sur le marché américain. Ça peut être effectivement en vous accompagnant pour l'achat d'une entreprise, mais ça peut être en vous accompagnant pour développer votre business existant. Vous avez un business en France, développer votre business existant aux États-Unis. On a des gens qui veulent exporter. Ça peut être très en amont par une étude de marché sous forme de consultant, comme ça peut être très au dernier moment. Ça y est, on est là, on veut acheter une entreprise. On vous accompagne jusqu'à l'obtention du visa avec des professionnels. Pour les visas, il y a toujours un avocat avec nous parce que dans notre sens, c'est tout simplement obligatoire. Donc, voilà un peu pour la partie. Au même titre que Christina peut être prise en charge par le congé formation, nous avons été agréés chèque relance export. Chèque relance export, ça signifie que pour les entreprises, alors les entreprises, pas les particuliers, mais pour les entreprises qui voudraient, par exemple, faire une étude de marché, un business plan pour les États-Unis, ils peuvent se faire rembourser 50% de la prestation par le chèque relance export. On a été validé par Business France. Autre structure, objectif USA immobilier, et là, pour le coup, c'est les gens qui veulent investir dans l'immobilier aux États-Unis. Immobilier locatif, résidence secondaire, résidence principale. Là aussi, on est agent immobilier. Et voilà, on fait ça depuis 10 ans. On a accompagné à peu près 150 dossiers, et je dirais 150 familles. La particularité de nos clients était des familles. Après, on fait de plus en plus de consulting pour des points bien précis. Là, je vois par exemple quelqu'un qui est présent ici qui m'a donné une mission d'étude de marché bien spécifique, où là, on va chercher le produit aux États-Unis, sa réglementation, la concurrence, voilà, et on va voir tout simplement avant même de dire tiens, je veux venir aux États-Unis. La question, c'est de dire est-ce que je peux venir, oui ou non, faire la même chose que ce que je fais en France? Est-ce qu'il y a un marché? Et est-ce que je peux venir sur ce marché ou alors est-ce qu'il me faut des licences complètement délirantes, impossibles à obtenir? Voilà le genre de choses qu'on fait dans tous les domaines. On a touché à tout.
de l'IT à la boulangerie. Alors, j'aime bien la boulangerie parce que j'aime bien les métiers de bouche. Et il y a un boulanger qui est présent là. Donc, je fais pas mal de boulangerie. Mais voilà, dans tous les métiers. Du coup, on passe au slide suivant. Et donc, la slide suivante, je pense que c'est les Voilà. questions. Voilà, donc shoot. Je vais remonter. Donc voilà, tu as déjà passé pas mal de trucs au fur et à mesure. Moi, j'étais en train de répondre aux questions dans le chat qu'on avait, mais après, là, s'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions auxquelles on n'a pas eu l'opportunité de répondre, c'est vrai que là, ça sera le moment de sortir les claviers et poser vos questions si vous en avez, ou sinon, si on a fait le tour des questions. Oui. Pensez-vous de passer un trimestre aux USA dans une école de langue à temps complet, environ 30 heures de cours par semaine? Attention, par exemple, ici, il y a des questions de visa. Ouais. C'est pas aussi simple que ça. Donc, attention à des questions de visa. Faites, voilà. Visa F1, ouais. Votre projet. Oui, alors voilà, oui, c'est un visa F1. Typiquement, mais normalement, les écoles, si elles sont sérieuses, poseront cette question-là. Mais alors, typiquement, un truc vraiment, 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 vraiment à ne pas faire, mais à ne pas faire du tout, c'est venir avec un visa B1, B2, pas travailler, pas le droit de là, et d'inscrire ses enfants à l'école, parce que c'est interdit. Alors, vous allez me dire, mais est-ce qu'ils vont inscrire? Oui, ils vont inscrire vos enfants à l'école. Pourquoi? Parce que c'est pas du tout dans leur, c'est pas leur rôle de vérifier votre statut d'immigration. Ils n'ont pas le droit de vous demander votre statut d'immigration. Voilà, quelqu'un dans l'école n'a pas le droit de vous demander votre statut d'immigration. Donc, c'est pas à lui à vérifier votre statut d'immigration. Donc, il va vous inscrire dans l'école. Sauf que vous n'avez pas le droit. Et typiquement, moi, j'ai eu un cas de quelqu'un qui, à l'ambassade, s'est fait refuser le visa parce que ils ont dit, non, mais attendez, vous êtes aux États-Unis depuis X temps sans statut, vous avez inscrit vos enfants. C'est tout bête, mais quand vous êtes en B1, B2 aux États-Unis, vous ne payez pas d'impôts aux États-Unis. Si vous bénéficiez des écoles gratuites, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, là, vraiment, voilà, si vous venez en F1, alors en F1, je crois que si les parents sont en F1, non, je crois qu'il faut que les enfants aient en F1 aussi. Hein. Donc, voilà, en tout cas, là, clairement, moi, c'est pas compliqué. Dès qu'on parle de ça, avocat. Voilà, pas plus simple que ça, c'est pas plus compliqué que ça. Visa égale avocat. Alors, montez un petit peu, il n'y a pas de. Et du coup, je pense que. Alors. Eugène qui dit: je préférerais m'associer avec un Américain parlant français dans un business que je n'ai pas encore choisi, ville, Atlanta, New York, Tampa ou autre. Moi, je vais répondre. Là, ton avis sera aussi très, très intéressant, Christina. M'associer avec un Américain. Alors, par définition, vous dites un Américain, donc ça veut dire que vous ne le connaissez pas. Bon. Est-ce qu'en France, vous vous associeriez avec quelqu'un que vous ne connaissez pas? Non. Donc, première prudence. Deuxième chose, attention, il y a un adage aux États-Unis qui n'est pas nôtre. This is business, this is not personal. Moi, personnellement, je suis ici depuis 10 ans. Il y a peut-être un ou deux Américains avec qui je m'associerais, parce que c'est des gens que je connais, au même titre qu'en France. Je m'associerais avec un certain nombre de mes copains. Je m'associerais avec plaisir avec mon frère, voilà. Il n'est pas là, donc il va pas me le demander après. Mais s'associer avec un Américain, prudence. Prudence. Ça ne vous apportera rien pour le visa. C'est quelque chose qu'on me demande souvent. J'ai un projet, j'aimerais bien m'associer avec un Américain. Est-ce que vous pouvez me trouver un Américain pour m'associer avec lui? Il y a peut-être un business à faire là. Oui, mais non. Non, parce qu'alors, la responsabilité de présenter quelqu'un, si derrière ça se voilà. Moi, j'ai un bon copain qui a une très, très belle entreprise, très, très belle entreprise.
qui est présente aux États-Unis et en France. Il a levé des fonds, donc c'est une start-up. Mais elle n'est plus dans le statut start-up, hein, c'est une belle boîte aujourd'hui. Hein. Il a levé des fonds en France et naturellement, après 4 ou 5 ans aux États-Unis, quand je discute avec lui, je lui dis, écoute, la prochaine levée, tu l'as fait aux États-Unis quand même. Sa réaction, ah non. Ah non. Il me dit, les venture capital aux États-Unis, c'est des loups. Il dit, les Français, c'est des agneaux. Donc, il dit, moi, du venture capital, je fais ça en France parce que les deals sont beaucoup plus équilibrés. Donc, voilà, j'incite à la prudence. Ouais. Alors, oui. Qu'est-ce que tu penses de ça, de ce que je viens de dire, Christian? Bah, moi, j'allais dire, en fait, peut-être s'associer, parce que comme tu as dit, en fait, choisir un associé, enfin, moi, je pense que j'ai des personnes qui, je sais, qui travaillent bien, que je respecte énormément, mais je suis pas sûre que je voudrais m'associer avec cette personne parce qu'on ne sait pas, comme tu as dit, business is not personal, et on a peut-être envie de séparer un peu les deux, ou vraiment de faire attention à ça. Et encore, s'associer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, non, en fait, c'est vraiment, il y a vraiment trop d'enjeux, trop de risques. Il faut vraiment connaître la personne. Alors après, j'ai vu Eugène après, vous avez dit que ça fait un peu peur de partir tout seul dans l'inconnu. Ça, je comprends très bien. Mais je dirais, à la limite, si vous allez faire des erreurs, c'est plus simple de les faire seul, en fait, que de les faire avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas avant. Que vous ne savez pas comment il va réagir quand les choses vont devenir compliquées. Donc, à la limite, il vaut mieux. Et puis, même si, parce que l'idée de partir, de créer une entreprise dans un autre pays, c'est effectivement quelque chose qui fait peur. Mais il y avait un très bon livre que moi j'ai lu avant de créer mon entreprise qui s'appelle Feel the Fear and Do It Anyway. Je crois qu'en français, il me semble que le titre c'est Trembler et agir, un truc comme ça. L'auteur, c'est Susan Jeffers. Mais c'est un très bon livre pour justement travailler ce côté mentalité de j'ai un projet, j'ai un rêve, ça me fait flipper, mais j'ai pas envie de passer à côté de ça. Donc, ça peut être un très bon livre à lire justement sur le sujet. Mais je dirais, ouais, éviter de s'associer avec un inconnu parce que ça peut très rapidement tourner au cauchemar. Attends, parce qu'après, il y a des questions. Je suis en train de copier le lien. D'accord. Bon, on va prendre la question de Romain qui dit Sylvain, ça c'est plutôt pour toi. Si vous aviez dit que si Biden passe, vous relanceriez l'État pour repasser à 5 ans, est-ce qu'on court? Biden n'est pas encore là. On a évacué le précédent locataire. Oui. Alors, j'essaie de remonter. C'était Romain. Bon, je vais répondre, je remonterai après. Alors, très concrètement, oui, ce que vient de dire Daphné n'est pas faux non plus. On va, quoi qu'il en soit, attendre. C'est le 20 janvier. 20 janvier, ouais. Que ça soit vraiment derrière nous, parce que c'est quand même un petit peu compliqué pour l'instant. On va attendre le 20 janvier. L'élection de Biden et l'impact sur l'immigration. Alors, l'élection de Biden et l'impact sur l'immigration. Il y a un certain nombre de points que je trouve positifs. Premier point, dans le programme de Biden, il était marqué sur son paragraphe sur l'immigration, il a intitulé A Nation of Migrants. A Nation of Migrants, c'était quelque chose qui, du temps de la présidence Trump, la Maison-Blanche avait interdit d'utiliser ce terme. Il ne fallait plus utiliser Nation of Migrants. Or, le programme de Biden sur l'immigration, le premier truc, les États-Unis sont une Nation of Migrants. Donc ça, c'est philosophique. C'est important. Deuxième élément qui là est pas philosophique, qui est pratique, Biden a déjà annoncé qui sera le responsable de l'USCIS et c'est un immigré cubain. C'est quelqu'un qui n'est pas né aux États-Unis, c'est quelqu'un qui a eu la nationalité américaine par, comment ça s'appelle, comment on dit ça?
c'était un Naturalisation. réfugié. Par naturalisation, donc il n'est pas né américain. C'est un Cubain issu de l'immigration. Donc ça, quelque part, c'est aussi un sacré indice. Maintenant, franco-français, parlons France. Clairement, j'attends le 21 janvier. La première mesure de Donald Trump le 21 janvier 2017, ça a été de virer tous les ambassadeurs dans le monde et de mettre des gens à lui. Il a mis à Paris quelqu'un qui a les mêmes idées que lui. Bon. Si Biden fait la même chose, on devrait donc avoir quelqu'un d'autre à Paris avec peut-être d'autres idées sur l'immigration. Donc, ça serait peut-être pas plus mal. Bon. Si tout ça a lieu, on sera quand même dans des meilleures dispositions pour essayer d'avancer. Alors, essayer d'avancer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que la France refasse la démarche pour que les choses soient remodifiées. Parce que l'autre fois, c'est venu des États-Unis qui a dit on va réduire. Là, il faudra que la France dise on veut augmenter et on va prouver que. Est-ce que ça se fera? Je ne le sais pas. Est-ce que je vais harceler les politiques pour que ça se fasse? Oui. Là, c'est clair. Il y a eu, vous l'avez peut-être vu, j'ai fait une lettre au président de la République à l'époque. J'ai gardé son adresse. Donc, il se peut qu'il reçoive d'autres lettres. Et puis, j'ai des noms aussi. donc, je sais les personnes importantes dans ce domaine-là. C'est sûr qu'il va falloir faire les choses. Il va falloir faire les choses bien parce que c'est un sujet délicat. Voilà. Sylvain, juste une question. Est-ce qu'il y aura un enregistrement du webinaire que les personnes y peuvent avoir? Oui. Oui, il y a un enregistrement qui sera online. Ok, très bien. Ok, on avait une autre question, je vais remonter un peu. J'ai vu une question de est-ce qu'on peut travailler avec un visa E2? Oui, alors avec un visa E2, on peut travailler dans son entreprise. Le conjoint peut travailler à l'extérieur. Voilà. Le visa E2, c'est un visa pour que les gens rachètent ou créent une entreprise. Admettons, madame rachète une entreprise. Monsieur arrive, il est le E2 visa dependent. Et le E2 visa dependent, il a un permis de travail. J'ai vu aussi qu'il y a quelqu'un qui parlait, vous parlez de travail, et puis vous parlez de licence. Oui, parce qu'il y a des métiers qui nécessitent une licence. Realtor, comme moi, agent immobilier, il faut une licence. Il y a des métiers qui sont typiquement les gens qui veulent travailler dans la construction. Les licences sont compliquées à avoir. Et puis aussi, il y a, j'allais dire, pardon Sylvain, qu'en fait, les licences, ils sont valables pour un État souvent. Donc, toi, tu es real estate agent en Floride, mais tu ne peux pas vendre des maisons au Mississippi. Non. Il n'y a pas de maison à vendre au Mississippi. Mais si. S'il y en a plein. Et c'est pas cher en plus. Bon, il n'y a rien autour, mais c'est pour ça que c'est pas cher. Quand le travel ban pour les Européens sera-t-il enfin levé? Joker. Un jour. Mon sentiment, début janvier. Pourquoi? Pas pour des raisons, pour une raison toute bête, c'est que je pense que sinon, il y a un certain nombre de compagnies aériennes qui vont mourir. Donc, je pense qu'il va être levé pour des questions économiques parce qu'il y a un vrai problème. Donc, mon sentiment, janvier. Maintenant, bon, c'est mon sentiment. On a une question pour un ado arrivant au lycée. Les profs sont-ils en général indulgents et le programme est-il adapté aux expats? Oui. Alors, oui, indulgent. Je réponds. Bah, vas-y, la mère de famille. La spécialiste des enfants, c'est plus moi. J'arrive en plus, je peux même mettre. Alors, oui, parce qu'ici, les enfants, il y a vraiment une notion d'aider l'enfant à trouver son talent et à s'épanouir et à s'exprimer. Donc, en fait, c'est peut-être moi ça. Donc, en fait, oui, il n'y aura pas de souci. Il y a de l'aide. Il y aura de l'aide. Les profs sont là pour aider. Ils sont généralement hyper faciles. Alors, on est à Orlando, une zone riche et une zone avec beaucoup de profs. Mais les profs sont généralement très disponibles et ils sont vraiment là pour aider mon fils. Alors, mais quasiment tout, enfin ma fille,
et mon fils font ce qu'on a fait, ce qu'ils appellent le Saturday School, c'est-à-dire le samedi matin. Donc les enfants école donc là je parle de lycée. Les enfants école du lundi au vendredi, mais les samedis matins dans la bibliothèque de l'école, il y a 3-4 profs qui se relaient tous les samedis matins. Donc, vous allez avoir un prof d'anglais en général qui va faire un peu d'histoire géo. Vous allez avoir un prof de maths qui va faire un peu de sciences aussi, etc. Et ils vont être là, en fait, pour aider les enfants à faire leurs devoirs. Bon, là, c'est sous réserve parce qu'en cas de Covid, là, pour l'instant, il n'y a rien. Mais, Non, puis quand ils arrivent, la plupart des écoles ont un programme qui s'appelle English as a Second Language. C'est-à-dire que justement, ils peuvent avoir des heures adaptées pour apprendre. Donc, par exemple, sur cette période, ils peuvent avoir 2 périodes pour apprendre l'anglais intensif parce qu'ils sont English as a Second Language. Et aussi, les examens, par exemple, qui sont timés, les examens, ils ont 3 heures pour les faire, eux auront 5 heures. En English as a Second Language, très souvent, ils ont le droit d'avoir un dictionnaire. Donc non, tout c'est une machine à intégrer. Alors encore une fois, Daphné l'a dit, on parle d'Orlando, on est dans Orange County. Orange County est un des 10 counties les plus riches des États-Unis au niveau scolaire. N'oublions pas qu'on a Mickey et que Mickey c'est beaucoup de property tax. La property tax, c'est ce qui paye les écoles. Donc on est dans un county très riche. On est dans un county riche et dans un county avec beaucoup d'étrangers. Par voilà, Disney, aussi. par les Siemens et compagnie, on a beaucoup d'étrangers. Donc, en fait, ils sont habitués à intégrer des étrangers dans le système scolaire. Vous me posez la même question pour une petite école dans le Mississippi qui n'a jamais vu de français. Mais c'est pas faux. Les Mississippi, l'État le plus pauvre des États-Unis, et justement là il y avait c'est une petite aparté, mais pour montrer la différence qui peut y avoir entre 2 endroits. Récemment, il me semble qu'ils ont passé une loi parce que j'ai une cousine qui est maîtresse d'école et qui était vraiment énervée. Qu'en fait, si les enseignants ils n'enseignaient pas, je ne sais plus comment ils appelaient ça, le programme Patriote ou des choses comme ça, ils coupaient les subventions pour l'école. Oui. Donc ça peut. Et puis on a évolution et création. Voilà, quand les gens nous parlent d'écoles privées, par exemple, on leur dit école privée, attention au programme. Ça peut être une école privée confessionnelle. Et c'est très souvent des écoles privées confessionnelles. Et attention, qui dit confessionnel ici dit qu'il n'y a pas eu de Big Bang et que Adam et Ève. Voilà, et catéchisme est la matière principale. Donc, c'est des choses à prendre en compte. Donc, effectivement, c'est qu'on parle des États-Unis. Souvent, j'ai un peu du mal avec le mot unique quand même. Souvent, c'est quand même très différent. C'est quand même, c'est un peu comme si en fait, c'est presque comme si c'était 50 petits pays qui parlaient tous la même langue. Encore, on est à Orlando, donc grosse ville de 2 millions d'habitants avec beaucoup de touristes, mais aussi d'immigrants parce qu'il y a des employeurs qui embauchent beaucoup d'immigrants. Tu vas à 50 km dans les Everglades, ça ne va pas être la même… Ou au Mississippi. Voilà. Si vous aimez la pêche et la chasse, c'est bien. Anecdotiquement, on a eu un couple avec qui on avait été en contact pendant un certain temps. C'était un couple homosexuel. Je leur ai dit évitez d'aller trop dans le coin reculé, quoi. J'ai peur que votre intégration soit un peu compliquée. Bon, surtout nous en Floride, on est quand même dans la Bible Belt. Bible Belt. Voilà, la ceinture de la Bible. Donc, soyons honnêtes, dès qu'on s'éloigne un petit peu, c'est quand même très, on va pas dire intégriste, mais conservateur. Alors, je pense qu'on va prendre une dernière question parce que là, on en est quand même à 1h40. Ouais. Déplacement, là, c'est de l'explosion. J'en prends une et puis on Alors, on avait une question qui me semblait intéressante. C'était le montant minimum de l'investissement pour un visa E2. Alors là, encore une fois, il n'y a rien dans il y a rien dans les textes. Il n'y a rien dans les textes. Mon expérience sur les 2 dernières années, c'est qu'en dessous de 150 000, c'est compliqué.
Mais ce qu'il faut surtout regarder, une personne seule qui arrive ici, sans enfant, qui investit par exemple 70 000 dans un business qui va lui rapporter 40, 50 000 par an, c'est jouable. Si pour le même montant, il faut faire venir une famille de 5, alors, le visa risque de pas être accepté, mais le visa, c'est juste un sésame. Hein. L'idée, c'est quand même de vivre aux États-Unis et d'y vivre bien, de préférence. Donc, il faut vraiment adapter le montant au projet. J'ai vu des visas acceptés avec 30 000, mais c'était des projets très, 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 très spécifiques. C'était des projets très pointus, très spécifiques. J'ai vu des visas refusés à 400 000. Parce qu'il n'y avait pas de projet derrière. Voilà. Donc voilà. Maintenant, on va plutôt prendre à l'envers. On va faire. Il y a une règle assez simple. De combien vous avez besoin pour vivre? Admettons que vous soyez une famille de 4 à Orlando. Moi, je dirais 60-65 000 par an pour vivre correctement. Ce chiffre-là, vous le multipliez par 2,5. Parce qu'un business se rachète en général entre 2 et 2,5 fois ce qu'il rapporte. Donc 60, que vous multipliez par 2, 2,5, moi je dirais une famille comme ça avec 4 enfants, si vous avez besoin de 60 000 de revenus par an, regardez pas en dessous de 150. Ça ne veut pas dire qu'en dessous, il n'y a pas des gens qui vont réussir. Hein. Mais, alors là, c'est assez dur ce que je vais dire, mais quitte à être pauvre, il vaut mieux l'être en France. Voilà, je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, parce que, comme tu as dit, il n'y a pas beaucoup d'impôts aux États-Unis, mais en contrepartie, c'est qu'il n'y a pas grand-chose comme système pour t'aider en cas de besoin. En France, c'est vrai qu'on paye énormément d'impôts, mais en contrepartie, on sait que justement, l'autre jour, j'en parlais avec une copine, je crois que, je ne sais pas ce qu'il disait, le prix moyen, par exemple, d'un accouchement aux États-Unis, c'est dans les 80 000 $, un truc comme ça. Alors que j'ai une copine ici en France qui a accouché l'année dernière, elle dit, mais j'ai rien payé, enfin, j'ai rien sorti de ma poche. Donc, ouais, on va dire, les États-Unis, c'est très bien si on a les moyens d'y vivre. Si on n'a pas, ça peut être vraiment, vraiment très compliqué pour plein de raisons, ouais. Voilà. Tu parlais d'assurance santé. La question de l'accouchement s'est posée avec un de mes clients il y a très très peu. Il faut absolument avoir une assurance santé et même avec une assurance santé, c'est à peu près 20 000 $ avec une assurance santé. Donc, et alors là, le truc, moi, ce qui m'exaspère, c'est les gens que je vois changer de pick-up, acheter un super pick-up, payer 500 $ par mois, 600, 800 $ par mois pour le crédit du pick-up et qui n'ont pas d'assurance santé. Ouais. Cancer, ton pick-up, tu te le prends sous le bras, mais… Voilà, moi, je vais rajouter encore une couche là. Alors, mon mari disait 150 000 pour une famille de 4. Je rajoute, il faut aussi compter à peu près entre 30 et 50 000 pour s'installer. À côté, oui. Parce que vous allez arriver, bon, déjà, il faut acheter une voiture ou deux. Vous n'avez pas d'historique sur le sol américain, il faut louer une maison. Là, ils vont commencer par vous demander, oui, on veut 6 mois de dépôt, on veut, en fonction des secteurs et de la période. Ensuite, chaque fois que vous allez ouvrir quelque chose, comme vous n'avez pas de crédit score, pas d'histoire, on va chaque fois vous demander un dépôt supplémentaire. Et au tout départ, quand vous êtes sur le sol américain avec un crédit score tout neuf, voire qui n'existe pas encore, vous avez droit à aucun prêt. Donc, il ne faut pas tomber à court de cash. C'est vraiment un état, il ne faut pas tomber à court de cash, donc il faut absolument prévoir un bon matelas. L'année dernière, il y a 3 ans, 4 ans, ma fille s'est cassé le bras. On était entre 2 assurances. Pas de souci, ça nous a coûté 7 000 $ le bras cassé. Donc, il faut avoir… Faut pas leur faire trop peur. Il ne faut pas leur faire trop peur. Mais non, je ne peux pas leur faire peur. Je ne suis pas prévenue. Oui, non, mais d'accord, mais après, ils ne vont plus venir. Donc, il ne faut pas leur dire, ils découpent les ronds sur place. Non, mais bon, non, je crois que là-dessus, avec Christina,
Je t'appelle Christine, je suis désolé avec Christina. Ouais, t'es pas le seul. On se retrouve pas mal quand même, c'est de dire, faut bien se comprendre une chose, c'est faisable. On a 150 clients qui l'ont fait. Nos clients, pour la grande majorité, ça se passe bien. Mais pourquoi ça se passe bien pour la grande majorité de nos clients? Ben, c'est pour la simple et bonne raison qu'on leur vend pas du rêve. Voilà. On leur dit les choses telles qu'elles sont. Nous, on aime, ça fait 10 ans qu'on est là, on s'est reparti si on n'aimait pas. On aime la vie aux États-Unis. On aime notre vie à Orlando, on adore. On aime notre vie à Orlando. On aime notre vie aux États-Unis. On gagne bien notre vie. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait la même vision. Il y a des quartiers d'Orlando, il y a clairement des gens qui ne gagnent pas bien leur vie. Et je ne suis pas sûr que leur vie elle est exceptionnelle. Donc, faut venir ici, voilà, avec l'idée de travailler beaucoup. Globalement, les ponts, il n'y en a pas. Les vacances, il n'y en a pas. Les congés maladie, il n'y en a pas. Donc, on travaille beaucoup. Maintenant, il y a plein de choses positives à côté. Voilà, je crois qu'on va peut-être arrêter là. Très bien. Vous pensez, Christina? Très bien. Je pense qu'on va fermer les slides. Il y en avait une autre derrière qui était avec un... Ah, youp. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Voilà, juste vous dire merci. Je mets toujours You are the best. Moi, j'ai vraiment un leitmotiv, c'est de dire que les gens qu'on accompagne, ce sont des héros. C'est pas facile, mais ça se fait. Et moi, je vois des gens qui m'ont scotché. Donc voilà. Il y en a une dernière. Merci à vous trois pour votre temps. Écoutez, c'est une remerciement. Christina. Ouais, non, je veux dire, oui, merci, déjà, merci beaucoup d'avoir tenu, je ne sais pas combien de temps on est, mais très longtemps. Donc, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, d'avoir posé des questions. Et comme a dit Sylvain, oui, je pense que c'est des projets qui demandent vraiment, enfin, beaucoup d'investissement financier, mais aussi énergie, espoir, santé mentale, etc. Mais c'est des projets de vie où, enfin, même moi, par exemple, quand j'étais au lycée, je prenais des cours de français. Je rêvais qu'une chose, c'était Paris. Et il y a même aujourd'hui, au bout de 15 ans en France, quand je vais à Paris, je regarde l'opéra. J'ai presque les larmes aux yeux parce que ça me touche tellement de me dire mais je suis partie du Mississippi où il n'y a rien et je vis en France, que j'ai cette chance en fait d'avoir fait la vie dont j'ai rêvé quand j'étais plus jeune. C'est pas pour dire que la vie en France est toujours un rêve, mais c'est des rêves qui demandent beaucoup d'investissement et d'énergie et de détermination, mais c'est à la portée de tout, on va dire, de tout le monde, si vous y mettez du sien, on va dire, du vôtre. Enfin, je sais plus, je parle plus français. Alors, 2 heures, donc là, ça commence à... Merci Pascal pour l'encouragement. En anglais. Au bout de 2 heures en anglais, en général, ça part un peu en live. Ouais. Okay. Mais tout ça pour dire que vous pouvez le faire. C'est pas forcément facile, mais c'est possible. Ok, allez, merci à tous. Merci Christina. C'était avec plaisir, toujours un plaisir. Et puis, on refera ça à l'occasion, peut-être sur un autre thème. Très bien. Toujours un plaisir de partager. À bientôt. Allez, have a good night. See you soon.